Nous démarrons par un sujet vaste et ambitieux, data et audience, quels enjeux? Et je remercie Corinne Abitbol, Laurent Bliot, Fabien Magalon et Stéphane Lorque d'avoir accepté de participer à ce débat. Alors vous pourriez dire les études d'audience produisent des données depuis longtemps, mais ce qu'on a voulu dire là par data, c'est parler de toutes les traces que nous laissons en permanence dans notre vie, notamment les traces numériques. Et on sait qu'aujourd'hui, ces données prennent une place grandissante dans le processus publicitaire avec le programmatique, mais cela pose un certain nombre de questions, des questions juridiques, des questions économiques, des questions méthodologiques, des questions sociétales, et nous allons balayer tous ces différents enjeux au cours de cette table ronde. Alors on va commencer par un petit tour de table, et je vais commencer par la WFA, donc Stéphane Lorque, qui est le patron de la WFA, qui est l'UDA mondial, donc le regroupement des annonceurs au niveau international. Quelles sont les attentes des annonceurs aujourd'hui, à la fois vis-à-vis des agences et vis-à-vis des éditeurs sur la data? D'accord, en fait, bon, vaste question. Ce que je voudrais faire, c'est peut-être mettre ça dans un contexte avant de répondre spécifiquement à cette question-là, parce que la data, elle s'inscrit en fait dans un environnement plus large qui est en train d'être chamboulé. 2017 est une année clé dans la mesure où, pour la première fois, au niveau mondial, la dépense digitale dépasse la dépense télévision. Quand on regarde ce qui s'est passé les 12 derniers mois, en termes de grands sujets repris par la presse spécialisée, on se rend compte qu'on opère dans un écosystème qui a un certain nombre de défis et voire de dysfonctionnements. On a tous en tête l'histoire de brand safety qui ont été révélées par le Times à Londres. On a tous en tête les chiffres assez effrayants de la fraude publicitaire digitale. On estime entre 10 et 30% de la dépense digitale qui est sujette à la fraude, avec une extrapolation à 2025 qui en ferait le deuxième revenu d'ordre criminel après le trafic de drogue, si on n'arrive pas à y trouver une solution. On a vu les difficultés au niveau de la visibilité. Il faut savoir que dans les principaux marchés occidentaux, la visibilité moyenne d'une pub desktop varie entre 38 et 50%. Et ça, en appliquant un standard qui, selon nous, est un standard ras des pâquerettes, puisque c'est le standard MRC, 50% de la pub visible pendant une seconde. Alors, nous, à la WFA, on a une bonne partie de nos adhérents qui considèrent que ce standard, c'est inacceptable. Mais enfin, même en prenant un standard de ce type-là, c'est ça les taux de visibilité aujourd'hui. Et puis enfin, il y a le sujet de transparence, avec quand même un problème majeur aujourd'hui dans l'écosystème, qui est cette confusion du rôle, ou en tout cas ce manque de compréhension de l'évolution du business d'agence, qui dans certains cas sont les agences, dans d'autres cas opèrent en compte propre. Et là-dessus, on ajoute des évolutions réglementaires fondamentales. Monsieur Taverneau y faisait référence, avec d'une part la GDPR, désolé, les acronymes, je les connais en anglais parce que je passe beaucoup de temps à Bruxelles, et d'autre part la e-privacy, qui va complètement remettre à plat la façon dont on peut collecter les données et les utiliser comme annonceur. Donc alors pourquoi tout ça aujourd'hui? D'une part, pourquoi est-ce que tout ça est en train de remonter à la surface et poser problème? Parce que les enjeux économiques sont totalement différents aujourd'hui d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, en tant qu'annonceur, on ne peut tout simplement pas ne pas en tenir compte. Deuxièmement, on a un écosystème qui a des vrais dysfonctionnements, qui a connu une croissance explosive et qui n'a jamais vraiment été pensé en réalité. Troisièmement, il est d'une complexité qui, par moments, frise l'absurde. Vous avez tous en tête la structure de l'écosystème et le nombre d'intermédiaires qui ont développé un business là-dedans. Et puis enfin, et je voudrais le souligner, en tant que représentant des annonceurs, il y a quand même une vraie culpabilité des annonceurs, qui ont eu tendance à déléguer toutes ces responsabilités à leurs partenaires agences, avec derrière quand même des conséquences majeures en termes de réputation de marque, quand une marque apparaît dans une vidéo du djihad. Et donc tout ça mène aujourd'hui les annonceurs à repenser fondamentalement leurs responsabilités et à vouloir reprendre le contrôle en réalité de cet écosystème. Et donc j'en viens à cette question. Un des points clés à travers tout ça, c'est la data. Quand on regarde ce qui va se passer à partir de mai de l'année prochaine, on parle dans 6 mois, on va opérer dans un cadre réglementaire qui va être applicable à travers tous les pays européens. C'est un règlement qui ne sera pas
adopté dans les différents parlements nationaux. Ça sera tout simplement applicable à partir de mai et qui va obliger toute entreprise qui collecte des données privées à avoir le consentement spécifique, transparent et affirmatif du consommateur. Quand on regarde l'écosystème aujourd'hui, cet écosystème il est largement composé d'acteurs qui collectent des données sans que l'individu, sans que l'internaute le sache. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les annonceurs ? Ce que ça veut dire, c'est que probablement il y a un écosystème qui va être fondamentalement modifié. Le business model de beaucoup d'intermédiaires ne pourra pas être tenable dans ce contexte-là. Et ça veut dire aussi que les annonceurs, aujourd'hui, se posent la question de comment est-ce que je vais gérer moi-même ma data, plutôt que tout simplement déléguer ça à ces intermédiaires. Et donc, on a fait un sondage récemment auprès de nos adhérents. En fait, la WFA a d'une part 60 UDA dans le monde, donc les 60 principaux marchés sont adhérents de la WFA, mais aussi 90 des plus grandes marques mondiales comme Procter, Coca, Red Bull, Adidas, Intel, Booking.com, etc. Et donc, quand vous interrogez aujourd'hui les annonceurs, 70% de cet échantillon, ce n'est pas nécessairement la moyenne du marché, mais 70% de cet échantillon vous disent qu'ils n'ont pas aujourd'hui de stratégie de data. Et quand vous voyez les bouleversements qui se profilent, les annonceurs vont être obligés de se poser la question, avec quelle data je travaille ? Parce qu'il y a une responsabilité de l'annonceur par rapport à la data qu'ils utilisent. Si cette data ne répond pas aux nouveaux critères réglementaires, la responsabilité de l'annonceur est directement en jeu. Donc il y a 70% aujourd'hui des annonceurs qui n'ont pas encore de stratégie data et qui y travaillent. Et on voit aussi qu'il y a des profils et des savoir-faire qui aujourd'hui ne sont pas encore présents dans les entreprises. Donc c'est des grands chantiers sur lesquels aujourd'hui nos marques travaillent. D'accord, merci beaucoup pour ce panorama des attentes des annonceurs. Alors Corinne, comment les agences s'adaptent à cette nouvelle donne ? Alors c'est vrai que, en tout cas moi ce que je constate c'est que les problématiques de data, qu'elles fassent partie d'une stratégie ou pas finalement, elles prennent aujourd'hui une part prépondérante dans nos réflexions et aussi finalement dans les stratégies annuelles qu'on présente à nos annonceurs, parce qu'en fait finalement je trouve qu'il y a une chose qui est acquise aujourd'hui, c'est que finalement stratégie média et stratégie marketing ne font qu'une. Donc dans ce sens, de toute façon, on est vraiment dans cette réflexion de la stratégie marketing, je dirais même de la stratégie marketing efficace, parce que finalement ce qu'on nous demande, je pense que Laurent tu seras d'accord, c'est que finalement un contact délivré c'est un contact efficace avant tout. Ça peut être de l'efficacité liée à la visibilité, mais ça doit être de l'efficacité de toutes les façons. Donc c'est vrai que ça change aussi nos écosystèmes. En tant qu'agence média, en fait, on a lancé au sein d'Omnicom Media Group deux offres spécifiques. On a lancé du coup en programmatique une offre qu'on appelle Analec Custom Audience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant qu'agence, on est aussi obligé finalement d'avoir des partis pris sur du coup, la source de la data qu'on va utiliser. Analec Custom Audience, en l'occurrence, utilise de la data sémantique. Et en plus, c'est une offre qui a été signée de façon exclusive avec Omnicom Media Group, IMIA. Donc, on sent que certains annonceurs, les annonceurs globaux d'ailleurs, réfléchissent justement à cette notion d'exclusivité et également une offre qui peut être finalement proposée sur différents pays. Ça devient finalement un enjeu de taille parce que c'est un avantage compétitif et concurrentiel. À côté de ça, on a une autre offre qui a été déployée, donc c'est OMD Curated Marketplace, où là, en fait, c'est un accord qui a été passé avec 350 publishers qui nous garantissent finalement un écosystème qualitatif. Vous en parliez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a finalement une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, parce que de toute façon, le contexte mondial est celui-ci. Donc, c'est finalement s'assurer d'un niveau de visibilité supérieur à 68%, parce qu'on travaille avec IAS notamment. Également aussi avoir un niveau de fraude inférieur à 3%. Rassurer finalement l'écosystème de diffusion et s'assurer aussi avec ses partenaires finalement qu'on va aussi mettre en place des process un peu plus fluides, parce que finalement, la data, ça a aussi beaucoup complexifié nos process de travail. Merci. Alors, on parle de simplification, demande de simplification. Je pense qu'Alliance Gravity, c'est l'une des ambitions de l'Alliance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les objectifs de cette nouvelle Alliance ? Oui. Alors, Alliance Gravity, c'est une initiative qui est relativement jeune, qu'on a... Oui, alors je ne les vois pas, je ne me souviens plus exactement ce que je vous ai envoyé. Je vais me lever. Oui, le message que je voulais faire passer sur la présentation, c'était
que l'Alliance Gravity, c'était une alliance qui était innovante de par la nature des éditeurs qu'elle rassemble. On a connu sur le marché français, et j'ai connu à titre personnel, avec Laurent d'ailleurs, le déploiement d'initiatives purement médias. Ici, avec Gravity, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rassembler plus largement que l'environnement média premium historique, notamment en s'appuyant sur des nouveaux partenaires très spécialisés dans la data qui étaient capables d'être complémentaires des données médias, spécifiquement des acteurs du retail, du e-commerce, comme Fnac Darty, les acteurs des télécoms comme Altis, et bien entendu un ensemble de partenaires médias B2B et B2C. Effectivement, les 5 éléments clés que je voulais mettre en avant, c'était ceci. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité rassembler largement différentes natures d'éditeurs? Parce qu'on a la conviction, finalement née d'une maturité nouvelle de l'exploitation de la data, que pour être efficace et compétitif pour les régies, il était important de massifier la volumétrie et de massifier la diversité. De manière très schématique, lorsqu'on travaille avec des éditeurs médias, on va avoir accès à une donnée qui est, je dirais, abondante, mais peu significative en termes d'efficacité. La lecture d'un article, ce n'est pas un signal très segmentant. Lorsqu'on s'appuie sur de la donnée retail, e-commerce, une transaction, c'est au contraire une donnée qui est très significative, mais qui a le défaut d'être peu volumineuse. Et les données telco, en provenance des opérateurs télécoms, ce sont des données qui sont, elles, objectivement plutôt abondantes, très profondes, qui ont dans ce monde nouveau du mobile et du desktop, qui ont un intérêt majeur pour nous, qui est de permettre le croisement cross-device. Et ce qui est intéressant donc, avec chacune de ces données, c'est que prises individuellement, elles n'ont pas toutes les vertus de l'efficacité, qui serait d'être à la fois très significatives, abondantes, disponibles cross-device, profondes. Et ce qu'on essaye de faire, parce qu'on en est encore au tout début de l'Alliance Gravity, c'est de rassembler très largement l'ensemble des éditeurs appartenant à ces différentes natures d'éditeurs pour co-construire ensemble une donnée qui réponde aux attentes des annonceurs. Et ensuite, effectivement, on veut la mettre à disposition de nos clients dans des environnements brand safe, transparents, etc. Je dirais que ce sont des attributs qui sont proches de l'ADN des éditeurs avec lesquels on travaille. Okay. Merci. Alors TF1, maintenant, on finit le tour de table. On sait que vous êtes très actif sur la data. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos initiatives récentes sur ce sujet ? Alors, en fait, on a commencé un peu trop tôt, probablement, parce que, sur la télévision en tout cas. Parce qu'effectivement, sur le digital, même si c'est parti un peu avant nous. Sur la télévision, nous, on a commencé à accrocher de la data sur les GRP en 2010. Et en fait, c'était un peu trop tôt. Et là, c'est vrai qu'au cours des mois qui viennent de se passer, du fait de, effectivement, le digital amène une demande de granularité supérieure, donc ça c'est une bonne nouvelle, et surtout fait enfin prendre conscience au marché que ces bonnes vieilles cibles sociodémographiques que nous utilisons depuis les années 50, on peut probablement faire un peu mieux aujourd'hui. En tout cas, faire un peu mieux, ça veut dire se rapprocher de KPIs un peu plus déterminants d'efficacité, et que l'efficacité, d'ailleurs, elle soit au niveau du branding, comme l'évoquait Corinne, ou au niveau des ventes. Parce que l'efficacité, en fait, ça dépend des objectifs qu'on a. Donc, flashback terminé. Du coup, il se passe plusieurs choses cette année. Il se passe qu'aux États-Unis, des acteurs majeurs de la télévision, comme NBC notamment, mais également Viacom, Fox et Turner, commencent à accrocher des GRP, de la data, pardon, sur les GRP. Et pour ce qui concerne NBC, qui est quand même un acteur majeur là-bas, Linda Yaccarino, que je rencontrais encore il y a 15 jours à Londres, me disait qu'elle fait $1 milliard de négociations maintenant en dehors du GRP Sociodémo. Donc ça, effectivement, c'est nouveau, c'est depuis cette année, et on sait, on va dire, à quel point les États-Unis ont une influence considérable, parce que c'est quand même le pays du marketing et de la publicité, et également on a beaucoup de clients, vous en citiez quelques-uns, qui ont leur siège dans ce pays. Donc du coup, ça veut dire qu'on sent que là, il se passe quelque chose, et du coup, on va dire, élargir la démarche qu'on avait initiée, comme je le rappelais en 2010, où là, on accrochait une donnée d'achat, en fait, au GRP. C'est-à-dire qu'au lieu de dire cet écran fait 10% sur les ménagères avec enfants,
on disait, ben, en fait, les gens qui regardent cet écran, ils pèsent 14% de quantité achetée de yaourt. Ce qui est quand même beaucoup plus, on va dire, déterminant finalement de la vente de yaourt que juste les ménagères. Donc ça, on va conserver ça, bien sûr, et cette année, on va lancer des cibles aussi un peu plus attitudinales, un peu plus comportementales, à l'instar de ce qui se produit sur le digital, parce que dans une logique un peu de convergence et d'essayer de créer des clusters qui soient vraiment 4 écrans. Et on va même aller encore plus loin, à 2 registres, c'est-à-dire qu'on va fabriquer à la demande des clients des cibles custom, c'est-à-dire où on croisera, par exemple, on l'a fait pour Fleury Michon, on croise une donnée d'achat et une donnée de comportement. Vous avez tous vu un peu le positionnement de Fleury Michon, qui est très RSE, on ne donne pas d'antibiotiques aux cochons, on ne met pas n'importe quoi dans le surimi. Donc on a développé une cible acheteur de jambon, bio-responsable, self-control. Et pareil pour les plats cuisinés. Donc aujourd'hui, Fleury Michon n'optimise plus sur les cibles socio-démo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va proposer aux clients de manière un peu plus générale à partir de 2018. Et deuxième point qui est quand même vraiment important, sur lequel on s'engage vraiment fortement, et je pense que c'est la première fois qu'un acteur de télévision s'engage à ce point, on a lancé au cours de notre roadshow de conditions commerciales qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, un produit à la performance, c'est-à-dire que sous certaines conditions, la chaîne TF1 s'engage à ce que si vous optimisez sur une cible, par exemple quantité achetée de yaourt plutôt que ménagère avec enfants, vos ventes soient supérieures à ce qu'elles étaient sur les cibles socio-démo, avec à la clé dans le package un test marketing scan. Donc là, franchement, je pense qu'on ne peut pas faire plus pour essayer de vous convaincre, les clients, les agences, que oui, les cibles sociodémographiques, elles restent un dénominateur commun assez commode, quoique sur le digital, elles ne soient pas toujours aussi bien mesurées, mais qu'on peut, à leur côté, établir des KPIs beaucoup plus déterminants finalement de l'efficacité du ROI. Ok, merci. Stéphane, vous avez commencé à évoquer les enjeux réglementaires. En introduction, je disais qu'il y avait différents enjeux autour de ce sujet data et audience. Alors le RGPD, enfin GDPR en anglais, est déjà voté et sera mis en application en mai. E-privacy vient d'être voté par le Parlement, mais qui doit encore être validé par le Conseil. Donc il y a un certain nombre d'actions de lobbying. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous aidez les annonceurs à se préparer à la mise en place de GDPR ? D'abord, je voudrais dire que, en fait, on vit dans un monde un peu schizophrénique. Quand on va à des conférences marketing, on a tendance à célébrer l'âge du big data. Dans notre vocabulaire, c'est quelque chose de positif. Quand vous posez la question aux gens dans la rue, big data, ça fait peur. Et quand on regarde la façon dont les gens réagissent par rapport à l'utilisation de leurs données, on voit bien qu'il y a un taux de confiance très faible par rapport aux pratiques dans notre écosystème. Et c'est très important de bien garder ça en tête, parce que c'est ça qui a poussé la Commission européenne à faire les propositions qu'elle a faites. C'est pas tombé du ciel. Il y a derrière, il faut le voir très honnêtement, aujourd'hui un degré de méfiance auprès des personnes quant à l'utilisation de leurs données qui est une inquiétude. Et les annonceurs ont la conviction qu'à terme, vous ne pouvez faire du bon travail, avoir une publicité et une communication efficace que si vous le faites dans un contexte qui est acceptable et bienvenu pour les personnes. C'est pour ça que moi, je ne vais pas critiquer aujourd'hui la GDPR telle qu'elle va entrer en application, parce que d'une certaine façon, même si elle va poser problème dans l'application par rapport à notre écosystème, ça nous paraît être indispensable qu'on crée une fondation saine pour notre activité, qui soit construite sur des consommateurs qui comprennent ce qui se passe et qui donnent leur consentement au partage de données. Ça ne va pas être facile, mais ça nous paraît indispensable. Alors comment est-ce qu'on s'y prépare ? D'une part, il faut savoir que la GDPR, si je devais résumer par rapport à son impact sur le monde du marketing, en réalité, l'impact principal, c'est le consentement. Donc, on ne pourra collecter des données que s'il y a consentement spécifique, transparent, affirmatif. Donc pas seulement le fait d'avoir
d'avoir été prévenu sans rien faire, donc affirmatif du consommateur. Pour pouvoir opérer dans un contexte pareil, les annonceurs doivent trouver une interface, définir et créer une interface avec le consommateur qui répondent à deux critères. D'une part, un critère purement juridique, qui est de travailler avec les avocats pour comprendre ce qui est acceptable par rapport au règlement. Mais vous ne pouvez pas uniquement déléguer ça aux experts juridiques, parce que ce qu'ils vont vous créer en termes d'interface va faire tellement peur aux personnes que personne ne va jamais consentir au partage de données. Donc vous devez avoir une approche à la fois juridique, mais aussi une approche marketing. Et un des éléments clés à l'avenir va être de définir ce qu'on appelle en anglais un value exchange entre la marque et la personne. C'est-à-dire que pour que quelqu'un accepte de partager les données, il va falloir qu'il y ait un incentive. Si c'est tout simplement pour exiger de partager les données sans qu'il y ait d'incentive, rien ne se passera. Et ce sera ça le grand changement dans l'approche. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que vous n'aurez pas un segment de la population qui partage ces données et un autre segment qui ne partage pas. Ce qui va se passer, c'est que vous avez un segment de la population qui sera intéressé de partager sa donnée pour un incentive qui peut être par exemple l'accès au contenu sportif ou football, ou un autre qui sera passionné par l'automobile, ou un troisième par des vacances, mais ça va se faire au cas par cas. Et donc nous, on travaille avec nos membres afin de trouver une façon de présenter ce value exchange aux consommateurs de façon transparente et motivante. Alors ça, c'est GDPR, mais malheureusement, ce n'est pas la fin du feuilleton, puisque derrière, il y a la e-privacy qui, elle, pose vraiment problème. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi ça d'aussi près, puisqu'on est à Paris et pas à Bruxelles, la e-privacy, qui s'appliquera spécifiquement à notre interprofession, exige que lorsqu'on download un browser sur son desktop, en tant qu'utilisateur, qu'on indique si on est prêt à partager des données, soit de first party, soit de third party. Alors, moi, je ne connais personne dans mon entourage, proche ni lointain, qui, lorsqu'il download un browser, marque son accord pour partager les données. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de value exchange. Pourquoi est-ce que vous devriez accepter de partager les données si, par ailleurs, il n'y a aucun intérêt? Donc, on peut imaginer que si ça, c'est l'exigence au départ, que vous allez vous retrouver avec la très vaste majorité des utilisateurs qui auront tout simplement refusé par défaut de partager leurs données. Et donc ça, c'est la proposition de la Commission. La première lecture au Parlement vient de se terminer. Et donc le Parlement, malheureusement, confirme cette approche qui consiste à exiger que ces choix soient faits au moment de l'installation du browser. Néanmoins, la petite bonne nouvelle, c'est que le Parlement, en première lecture, accepte que lors de l'interface avec un site web, le site web puisse reposer la question à l'utilisateur pour demander si l'utilisateur est prêt à partager pour avoir accès au contenu. Mais ça ne nous paraît pas suffisant. Il nous semble que l'équilibre n'est pas le bon. Donc, dans le fonctionnement institutionnel à Bruxelles, maintenant, on passe aux États membres, au Conseil européen. Alors, les États membres, en général, ont à cœur de trouver des équilibres qui permettent aussi de ne pas pénaliser l'économie européenne, parce que, soyons clairs, si on devait créer aujourd'hui un écosystème qui tout simplement se voit privé largement d'accès, en tout cas aux données au third party data, on aura un impact considérable sur les revenus publicitaires digitaux et donc sur le financement des startups et l'économie digitale qu'on souhaite tous encourager. Ce qu'on verra aussi, et M. Daverneau y faisait référence dans son introduction, c'est que, et ça fait partie des dégâts collatéraux, c'est que si on devait en rester là, vers qui est-ce qu'on se tourne? Bon, je pense qu'on a tous la réponse. On se retourne vers les grandes plateformes qui, elles, par contre, ont accès à toutes les données qu'il faut au niveau des first party data et qui ont le consentement des internautes. Fabien, vous vouliez peut-être réagir sur les privacy? J'ai rien à ajouter parce que c'est très complet. Effectivement, les éditeurs qu'on représente sont vent debout, je dirais, contre e-privacy. Je dirais que la première bataille, c'est effectivement celle de proposer le consentement à la visite sur le site et pas seulement dans le navigateur, qui effectivement serait dévastateur pour obtenir tout consentement. On pense que c'est important que l'éditeur puisse exposer effectivement l'échange de valeurs.
Il y a le sujet aussi du data wall qui, à ma connaissance, n'est pas parfaitement tranché. Hein. Je crois qu'il a été interdit jusqu'à présent, ou en tout cas la recommandation c'est d'interdire à l'éditeur justement de bloquer l'accès à un contenu en échange de la récupération des données. C'est dommage parce qu'en réalité ça pourrait être une piste aussi, je pense, pour créer cet échange de valeur entre l'utilisateur et l'éditeur. Ok, merci. On voit au travers de ce que vous dites qu'il y a donc des enjeux économiques très forts aussi derrière la data. Stéphane, vous, en tant que patron des annonceurs, quels conseils vous donnez aujourd'hui aux annonceurs? On voit que la maîtrise de la donnée est de plus en plus importante. Est-ce que vous leur dites créez votre propre DMP, confiez ça à votre agence, mais en encadrant bien les usages? Quel type de conseils vous leur donnez? Alors en fait, nous n'avons pas vocation à recommander un modèle. D'ailleurs, quand vous regardez nos adhérents, c'est des entreprises de secteurs très différents, avec des cultures d'entreprise très différentes, avec des business models très différents. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de bien les mobiliser sur les grands enjeux. Alors quand vous regardez les dysfonctionnements de notre écosystème dont on a parlé plus tôt, une des recommandations que nous avons, c'est de reprendre le contrôle de cet écosystème. Alors ça peut se faire sous plusieurs formes. Il y a beaucoup de nos membres qui sont restés fidèles au modèle de Agency Trading Desk, mais qui ont intégré dans ce mode opératoire des contrats spécifiques avec les intermédiaires, leur donnant en fait une visibilité qu'ils n'avaient pas au préalable. D'autres qui ont décidé d'intégrer le Trading Desk en entreprise. Et enfin d'autres qui sont partis sur des modèles hybrides. Donc toutes ces approches nous paraissent totalement valables, mais je pense que la recommandation que nous leur faisons, c'est avoir une visibilité sur ce qui se passe avec leurs dépenses jusqu'au moment où elle est servie, où la pub est servie à l'internaute, et deuxièmement, en tenant compte de ces changements réglementaires qui se profilent à l'horizon, c'est de créer une vraie stratégie data. Parce que qu'est-ce qui se passe à partir de mai? Vous ne pourrez plus tout simplement travailler avec des datas qui ont été collectées avec des consentements qui ne répondent pas à ces nouveaux critères. Et en fait, dans les faits, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les annonceurs n'ont jamais opéré dans des contraintes pareilles. Donc en fait, vous avez toutes sortes de data qui se retrouvent à beaucoup d'endroits dans l'entreprise, qui n'ont jamais été vraiment réfléchis, jamais été vraiment intégrés. Donc il va falloir avoir une vision, une stratégie unifiée. Et ensuite, il y a aussi la responsabilité de l'annonceur de faire en sorte que ses partenaires qui travaillent avec la data et qui lui apportent de la data soient eux-mêmes en accord avec la nouvelle réglementation. Donc l'obligation d'une façon de définir une stratégie de data et d'être parfaitement clair sur le type de data qui est utilisé dans le cadre de l'écosystème. D'accord. Merci. J'ai envie de me tourner vers l'agence. Corinne, tu représentes les agences. Quelles conséquences, du coup, dans les services que vous proposez aux annonceurs et dans votre organisation pour bien les servir? Alors c'est vrai que ça a complètement modifié les process, on l'a dit tout à l'heure, ça a aussi modifié les organisations, parce qu'en fait ça demande malgré tout une forte compréhension par nos équipes bien sûr, des enjeux sectoriels, donc dans quel secteur opère mon client, des enjeux bien évidemment de mon client par rapport à une date très précise aujourd'hui, mais aussi être capable de se projeter demain. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment, on est vraiment quand même dans des enjeux marketing extrêmement forts et on dépasse un petit peu finalement des enjeux médias un petit peu plus basiques comme on l'a connu il y a quelques années. Donc ça modifie les écosystèmes, ça modifie aussi les people finalement parce que les anciens, enfin les services un petit peu plus traditionnels qui achetaient comme on l'appelait en gré à gré, qui finalement fixaient les conditions d'une campagne et attendaient le bilan, ça ne fait plus état lorsque justement on travaille sur de la data, puisqu'on a besoin de gens qui vont être déjà plus seniors, on est sur quand même des compétences aussi qui peuvent être nouvelles, donc rares, donc plus chères. Voilà, et en fait moi je parle en tant qu'agent, je trouve que justement cette montée en puissance de la data dans nos stratégies et donc de compétences nouvelles et donc aussi de process de travail un petit peu plus itératifs où on va se poser pour optimiser et comprendre ce qui fonctionne pas et parfois trop peu valorisé parce qu'on travaille sur des modes de productivité média où
Hélas, parfois, on oublie que pour être vraiment efficace, eh bien, il va falloir vraiment y passer beaucoup de temps. Donc, on a différents modes finalement de fonctionnement. On a des annonceurs qui vont valoriser ce temps. C'est certainement ceux qui sont aujourd'hui sont plus en avance, ont des réflexions les plus avancées. Ils vont finalement avoir au sein de leur organisation et au sein de nos organisations un Chief Data Officer, un Data Analytic Director, donc tous ces nouveaux titres qui émergent aujourd'hui. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, le travail, déjà, il se fait à deux, pas uniquement côté annonceur ou uniquement côté agence. Et il y a vraiment une prise en compte, finalement, de chaque cas, de chaque campagne. On va créer des use cases après chaque campagne pour déterminer, finalement, ce qui a été efficace de ce qui n'a pas été. Et là, on rentre vraiment dans un cercle vertueux où, en fait, on maîtrise beaucoup mieux la data qui devient la plus efficace. Ok, merci. Alors, on a parlé déjà des GAFA, ça a été évoqué en introduction, vous les avez évoqués. Clairement, ils ont une longueur d'avance dans la collecte de la donnée aujourd'hui. Alors, l'Alliance Gravity, c'est une forme de réponse à la puissance des GAFA. Est-ce que la masse critique est suffisante ? Alors, c'est presque un hommage aux GAFA, finalement. C'est l'observation de leurs facteurs clés de succès qui nous amène à réaliser qu'il est nécessaire, effectivement, de massifier les données, de les mettre en commun pour enrichir ce que, individuellement, chacun des éditeurs ne pouvait pas construire. Est-ce que c'est suffisant ? Eh ben, aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine d'éditeurs. Et on va construire, on est en train de construire 1200 segments de ciblage. Et on a selon Médiamétrie, on mesure environ 44% de reach quotidien, c'est-à-dire une vingtaine de millions d'internautes et de mobinautes quotidiennement. Facebook, dans leur interface de ciblage, ils ont 15 000 segments, donc plus de 10 fois plus que ce qu'on est capable de proposer, et vont avoir un reach quotidien de l'ordre de 66%. Donc non, je dirais, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de s'allier pour atteindre un niveau que les annonceurs et les agences, leurs conseils, attendent finalement de nous. C'est vrai que l'offre des éditeurs, elle est, en tout cas sur le marché display, elle est hyper fragmentée, et que finalement, une des réponses qu'on peut proposer, c'est d'essayer de simplifier l'accès à cette masse, cette centaine d'éditeurs qu'on peut représenter, et mettre en commun des données pour atteindre, je dirais, un niveau de service, de performance, de volumétrie qui se rapproche de la parité de ces acteurs-là. Et pardon, juste un mot pour compléter. On ne s'arrête pas là dans le recrutement, en réalité. Notre ambition, c'est très rapidement, et je pense qu'on va faire des annonces dans les semaines qui viennent, du fait de nouveaux partenaires qui nous rejoignent, de continuer à augmenter notre reach quotidien et de se rapprocher de cet objectif de 2 tiers de la population française adressable quotidiennement. En tant qu'agence, comment vous réagissez à cette offre ? On réagit plutôt bien parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, on est tous d'accord, les GAFA ont une longueur d'avance, mais finalement, ce qui nous gêne aussi le plus, c'est que de plus en plus, ils sont aussi jugés partis. Et c'est un point qu'on discute d'ailleurs au comité data du coup chez Médiamétrie. Je trouve que ce sont des discussions qui sont saines et qui en plus vont nous amener justement à réfléchir à l'utilisation de data tierces parce que en tant qu'agence on est évidemment utilisateur de Digital Analytics et on utilise aussi Atlas qui est une solution Facebook. Finalement on utilise beaucoup Facebook pour évaluer la performance de nos campagnes qui sont sur Facebook mais qui ne sont pas que sur Facebook. Donc en fait là on se retrouve un peu finalement face à nos propres contradictions. Donc Gravity, c'est aussi pour nous finalement la possibilité d'intégrer d'autres sources de data. C'est aussi se questionner finalement sur la capacité de différentes data. Là on parle de data déterministe, de data probabiliste. Comment finalement on va valoriser ces différentes strates de data ? Comment est-ce qu'on va valoriser une data qui est socio-démo finalement par rapport à une donnée comportementale ? Moi, je suis par exemple un constructeur auto. Une donnée finalement d'intentionniste auto, elle a pour moi plus de valeur qu'une donnée socio-démo. Donc, comment va évoluer le marché par rapport à ça ? Je pense que, en tout cas, on le souhaite, c'est que Gravity nous aide aussi dans ces réflexions-là. Facebook et Google mettent souvent en avant ce qu'ils appellent le people-based marketing, c'est-à-dire leur capacité à cibler des individus et non pas des ordinateurs ou des téléphones. Quels sont vos arguments pour séduire les annonceurs et les agences ? TF1 par exemple ?
Bien, tout comme nos camarades d'M6, quoique un peu plus tardivement, nous avons aussi procédé au login des gens qui fréquentent nos plateformes digitales. On a commencé ça au mois d'avril de cette année et là on en est à peu près à 16 millions de logués. Donc on va arriver dans les mêmes zones qu'M6, probablement au T1, autour d'une vingtaine de millions, on est à peu près dans les mêmes zones. Donc nous aussi on peut faire ça. Et d'ailleurs on le fait et c'est vrai que parfois l'avantage de partir un peu plus tard c'est que le marché est un peu plus mûr parce que c'est vrai que on réalise dans les conversations qu'on a avec les clients sur ces sujets quand on parle par exemple d'onboarder les DMP, tout le monde est très excité mais finalement quand on commence à creuser il dit ah mais en fait j'ai pas fait mon data lake mais en fait je suis pas prêt. Donc là, il y a une prise de conscience qui est vraiment très forte chez les clients et là, ils sont en train effectivement de mettre les bouchées doubles là-dessus. Donc c'est vrai que le people-based marketing, on sait faire. Après, c'est vrai que il y a les datas agrégées et ça, celles-ci, on les utilise plutôt pour la télévision parce que ça a été très bien évoqué par Monsieur de Taverneau. La télévision, ça reste avant tout un mass média, donc on ne va pas commencer à aller sur une granularité individuelle, ce qui est un peu contre-productif. En tout cas, sur les carrefours d'audience massifs. D'un autre côté, sur le digital, c'est vrai que là, on a une possibilité de granularité beaucoup plus fine, mais que souvent, on se heurte vite à des problèmes de volume dès qu'on commence à aller très très loin dans la granularité. Donc, nous, vraiment, on est dans une optique finalement de développer les deux. Tout ça dans un environnement, comme ça a été rappelé très bien encore une fois par M. de Taverneau, avec de la visibilité, de la complétion, de la brand safety, qui sont quand même des points importants, avec des mesureurs tiers, qui sont aussi des points importants. Et là-dessus, ensuite, il faut qu'on apprenne, nous, à optimiser aussi la fréquentation de nos plateformes pour qu'au-delà des 20 millions de logués, qui est déjà un très beau chiffre, on ait encore plus d'inventaire par plus de fréquentation. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment content de dire qu'au mois d'octobre, si on segmente un peu les offres qu'on commercialise sur le digital, ce qu'on a le plus vendu en chiffre d'affaires, c'est les offres issues de la DMP. Donc vraiment, il se passe quelque chose. Néanmoins, je vais dire une chose un petit peu contradictoire, c'est que si je regarde en détail finalement qu'est-ce qu'on vend comme data sur la DMP, 65% de ciblage socio-démo. Voilà. Je le livre à votre sagacité. Okay. Merci. On va passer aux enjeux plus méthodologiques et reparler de mesures d'audience. La mesure d'audience classique a déjà commencé à s'enrichir de données. Médiamétrie fait de l'hybridation sur les panels Internet depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que c'est une évolution qui va arriver sur d'autres médias comme la télévision ou l'affichage demain ? Alors c'est vrai que la mesure d'audience s'est enrichie, notamment sur le digital, avec cette hybridation qui nous a apporté beaucoup plus de granularité et puis aussi de réassurance. Je pense que de toute façon, c'est aussi finalement le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a finalement besoin de données panel, surtout quand on voit que la donnée sociodémographique est finalement celle que nos annonceurs vont favoriser. Donc, en tout cas, on imagine que très prochainement, que ce soit sur la radio, que ce soit sur l'affichage, on va avoir des évolutions de la mesure d'audience. Et puis... malgré tout, je reprends aussi ce que disait M. Taverneau au début, se pose malgré tout aussi le problème du financement, parce qu'en fait, les mesures d'audience deviennent de plus en plus sophistiquées et demandent, du côté de Médiamétrie, mais aussi dans nos équipes, des personnes qui soient de véritables experts pour la comprendre et savoir la traiter. Donc, ce financement, il est central, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un gâteau publicitaire qui a du mal à décoller de façon significative. Et on a malgré tout besoin de ces outils. Donc oui à l'hybridation, mais il y a quand même une question qui se pose. Laurent ? Alors, pardon, merci. Alors effectivement, si on se projette un petit peu, parce que vous avez tous, enfin pour la plupart d'entre vous peut-être été interrogés par une enquête de la DGMI qui s'est terminée là, il y a quelques jours, qui porte sur des questions relatives à l'assouplissement de certaines règles de publicité, et notamment
une règle qui nous interdit à nous, diffuseurs, éditeurs de télévision, finalement, d'adresser la publicité, puisqu'on est tenu aujourd'hui dans nos conventions d'avoir un signal national unique sur tout le territoire, que ce soit pour les programmes ou pour la publicité. Donc, un des sujets de l'enquête des GMIC, c'était effectivement de comprendre si on devait lever cette interdiction et nous permettre d'adresser la publicité. On va dire, on peut imaginer que dans un horizon de quelques années, toutes les personnes dans cette salle seraient en train de regarder un écran à 20h40 sur TF1 et que chacun d'entre vous, peut-être, vous auriez un message différent qui vous serait adressé. Donc, ça, on est en marche vers ça, qui se produit déjà dans quelques pays, et c'est vrai que la technologie des box, qui était également évoquée par M. de Taverneau, qui est déjà à 50 et quelques pourcents, et qu'on projette autour de 70% dans quelques années, ça va nous permettre effectivement, à la télévision, finalement, de devenir... Alors là, la convergence, pour le coup, c'est plus une vue de l'esprit, quoi. C'est-à-dire que sur le même écran, vous pourrez avoir un circuit broadcast, on va dire GRP, couverture, répétition, massive, données agrégées, et sur le même écran, vous pouvez aussi avoir un circuit CPM, adressé, capping, etc., qui servent des objectifs différents finalement. Donc on aura toujours besoin de branding, alors certains plus ou moins que d'autres, effectivement, et on aura besoin parfois d'avoir des renforts ponctuels sur des cibles très pointues. C'est sûr que si on reprend l'exemple de l'automobile, et Corinne citait qu'une cible d'intentionniste sur l'automobile, ça a beaucoup de valeur effectivement par rapport à une cible homme 25-49 ans. Parenthèse, on sait que l'acheteur moyen d'un véhicule neuf, c'est plutôt 52 ans. Et les cibles sociodémo en télé pour les voitures, c'est homme 25-42 ans. Bon. On peut penser que quelqu'un qui a déclaré qu'il avait l'intention de changer de véhicule dans l'année et d'en acheter un neuf, bon, quand même, là, ça a une véritable valeur. Et donc là, en adressé, effectivement, on peut vraiment améliorer l'efficacité de la publicité. Mais Mercedes, Renault, BMW, les autres, ils auront toujours besoin de branding, parce que finalement, qu'est-ce qui va vous donner envie d'acheter une Renault, une Mercedes ou une BMW? C'est quand même l'image de la marque que vous avez. Donc finalement, nous, on est assez optimiste sur l'avenir, même si y a beaucoup de travail, hein, puisque la télévision segmentée ou adressée, comme on l'appelle dans d'autres pays, il y a quelques défis à relever, et le premier d'entre eux est celui de la réglementation, qui doit évoluer. Pour nous, c'est vraiment, on réunit le meilleur des deux mondes, finalement, avec le circuit massif, le circuit, on va dire, adressé, ciblé, et tout ça, finalement, sur le même écran, et bien sûr sur les plateformes OTT également. Donc vraiment là-dessus, on a besoin effectivement de co-construire là-dessus, puisque on défriche vraiment des terrains complexes en fait. Et à chaque fois qu'on a un travail avec le SNPTV et mes collègues, notamment d'M6 et de Next que je vois là-bas, on tombe sur quelque chose à quoi on n'avait pas pensé, mais on travaille déjà pour structurer et fabriquer un marché qui vous permettra dans quelques années finalement d'avoir le meilleur des deux mondes avec de la publicité massive et mieux ciblée. Ok, on arrive au bout de notre table ronde. Alors je vous propose de finir avec les enjeux sociétaux en un mot chacun. On voulait évoquer aussi le point de vue de l'internaute qui s'équipe de plus en plus d'adblock. Et ça m'intéresserait d'avoir le point de vue de chacun d'entre vous sur finalement quelle est la meilleure réponse au développement des adblocks, mais en 2 mots chacun si c'est possible. Merci. J'ai le micro, je le garde. Pardon. Alors, c'est vrai que c'est un sujet. Et c'est particulièrement un sujet sur les cibles les plus recherchées des annonceurs. Donc les 25-49 ans, les CSP+, les 15-34, ce sont des gens effectivement qui adbloquent beaucoup. Alors, je pense qu'on a, nous, un travail à faire. Quand je dis nous, c'est à la fois nous, les éditeurs, et vous, les clients. Les éditeurs, il faut qu'on améliore encore nos règles d'insertion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à regarder ce qui se passe et à expérimenter. Et c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes règles d'insertion si le contenu il fait 2 minutes, s'il fait 1 heure, s'il est un contenu consommé sur le mobile ou s'il est un contenu consommé sur l'IPTV. Donc là, on fait déjà beaucoup, mais il faut qu'on fasse encore plus. Ensuite, le sujet du ciblage, c'est vrai que si la publicité est mieux adressée et plus pertinente, normalement, elle est mieux acceptée. Ensuite, et c'est là où je pense qu'il y a une responsabilité aussi du côté des agences et des annonceurs, adaptons les formats.
C'est-à-dire que je dois dire une chose qui m'étonne toujours, plus de 85% des spots que nous diffusons sur nos plateformes OTT sont les mêmes que ceux qui sont diffusés sur le flux linéaire des chaînes de télévision. Et ça ne va pas. Les internautes ne veulent plus de ça. Donc il faut vraiment aller vers un raccourcissement des formats et une adaptation de la création à l'environnement dans lequel ils sont diffusés. Voilà. Et c'est pour ça, j'en termine, pardon, qu'on a pris un risque fort cette année dans les conditions commerciales de nos offres digitales. L'indice 100, ce n'est plus le 30 secondes, c'est le 20 secondes. Tout ce qui sera au-dessus de 20 secondes va payer beaucoup plus cher. Et on prend un risque, on sait qu'on va perdre un peu d'argent, mais on va aussi regagner un peu d'audience. Voilà. Moi, d'un point de vue agence, j'ai remarqué qu'en effet, en 2017, on parlait avant tout d'audience adressable. Il me semble qu'en 2018, on va un petit peu décaler le sujet. On va parler de contenu adressable et les éditeurs, d'ailleurs, l'ont compris depuis assez longtemps. En réfléchissant finalement à l'accord parfait de l'utilisation de la bonne data et de la bonne création, je pense qu'on sera sur la bonne route, sur le bon chemin pour avoir... ce dont vous parliez tout à l'heure, le fameux goodwill qui permettra en effet aux internautes de s'y retrouver. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le sujet ? Ouais, en deux mots, format natif. Je pense qu'il faut simplement adapter les formats. Enfin, Laurent l'a dit très bien pour le sujet de la vidéo, mais je pense que ça s'applique aussi au display. Faire des formats respectueux de l'expérience utilisateur pour pas provoquer l'agacement et le déclenchement de téléchargement d'un adblock. Moi, je pense que c'est le sujet, le challenge le plus important parmi tous ceux dont on a débattu aujourd'hui, parce que si les utilisateurs décident de bloquer la pub, il n'y a pas de pub, point à la ligne. Alors, je pense que on a pris conscience. Deuxièmement, on a créé une coalition, la Coalition for Better Ads, au niveau mondial, qui a défini dans un premier temps 12 formats de publicité qu'on ne veut plus voir sur les sites. Et vous avez probablement suivi que Chrome a annoncé qu'à partir du 1er janvier, ils allaient filtrer ces formats-là. Je pense que c'est quand même déjà un premier pas très encourageant, puisque ça se fait sur base d'un consensus à travers l'ensemble de l'interprofession. Et avec la part de marché de Chrome, qui est entre 55 et 60% aux États-Unis et en Europe, ça devrait avoir un impact considérable sur l'expérience des internautes. Je pense que c'est un premier pas, mais en tout cas, je pense qu'on est en train de se rendre compte que les gens qui bloquent la pub le bloquent pour des vraies raisons. Hein. Et je pense qu'ils nous tendent un miroir et il faut absolument qu'on s'améliore. Mais je pense qu'on fait le premier pas dans la bonne direction. Merci infiniment à tous les quatre.